Didier Convard et Denis Falk, bonjour, merci d'être là avec nous pour nous présenter votre nouveau tome, donc Lacrima Christi, tome 1. La collection La Loge Noire donc, nous apporte des précisions sur l'univers du triangle secret. Lacrima Christi nous ouvre sur un autre univers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est venue cette envie de développer cette nouvelle collection? Lacrima Christi, c'est la suite, la logique des Gardiens du Sang. Le personnage principal, le rectificateur, apparaît dans les Gardiens du Sang, donc nous suivons ces péripéties. Et nous allons avec Lacrima Christi faire l'effet miroir par rapport au 7 tomes du Triangle Secret. C'est-à-dire que les deux forces en présence dans le Triangle Secret, le Vatican et la loge première, ou du moins les francs-maçons, les ennemis de la loge première, se combattaient. Là, pour combattre le mal absolu, il faut s'unir. Donc les ennemis d'autrefois sont obligés de devenir les amis d'aujourd'hui. D'ailleurs, l'actualité nous le prouve quand on voit la Syrie, quand on voit les nouvelles situations géopolitiques qui se créent pour combattre un ennemi commun. On n'était pas loin de la réalité. Et la deuxième réflexion de Lacrima Christi, c'est quand la science s'est dévoyée, le mal intégral arrive sur Terre. En l'occurrence, là, la science dévoyée, c'est le bacille de la peste qui a synthétisé l'alchimiste au XIIe siècle et qui a dormi pendant des siècles dans l'épave qui dormait à la Terre Sainte et qu'un groupe terroriste récupère pour vendre plus de fonds. Ça devient une arme. Ça devient l'arme la plus redoutable à la surface de la Terre. Alors vous avez une approche à la fois de dessinateur et de scénariste, puisque j'ai appris que vous étiez dessinateur au départ. Et pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la manière dont vous procédez pour réaliser un scénario et ensuite préparer son adaptation à la BD? Comment vous fonctionnez, puisque j'ai la chance de vous avoir tous les deux, pour passer du scénario à l'image? Moi je vais commencer en tant que scénariste et puis Denis va poursuivre en tant que dessinateur et metteur en scène, parce que moi je considère que Denis est le metteur en scène, et on conçoit un peu ça comme un film. C'est que j'écris un scénario de film avec les dialogues, avec le descriptif, et puis Denis le met en scène. Alors justement parce que j'ai été dessinateur autrefois, pendant quand même pas mal d'années, justement je m'interdis d'être dessinateur dans ma façon de procéder, parce que je considère que c'est à Denis de faire ce travail. Je lui donne des indications, et c'est lui qui fait vraiment la mise en scène de l'histoire. Je vois effectivement, quand je vois des plans, je dis gros plan, mais s'il voit autre chose, il voit autre chose, etc. Et parce que j'ai été dessinateur, je sais ce qui est possible et je sais ce qui n'est pas possible. Donc au moins, quand je lui donne des difficultés, je me dis tiens, il devrait y arriver parce qu'il est fort. Et puis parce que j'aurais peut-être réussi à le faire avec difficulté. Et quand je dis ça, non, c'est pas faisable, il y a trop d'informations dans la case. Donc je fais un scénario, c'est comme si je faisais un scénario de film. Donc il y a une certaine liberté quand même qui est laissée au dessinateur par rapport au scénario. Parce que je vois par exemple Goscinny avait une très grande rigueur vis-à-vis de la description de chaque plan. Il y avait quand même très peu de liberté qui était donnée par rapport à la place des personnages ou par rapport au décor. Oui, mais Uderzo n'en faisait que sa tête. C'est ça, il y avait quand même la personnalité du dessinateur. Tous les scénaristes, enfin tous, la plupart des scénaristes donnent des informations assez précises. Moi je donne des informations précises, mais je ne donne pas à ce niveau-là, je donne des informations précises sur l'ambiance, sur l'atmosphère. Je pense que c'est plus important de nourrir le dessinateur d'ambiance et d'atmosphère, de dire c'est un jour de pluie, le ciel sera gris, les gens ploient un peu, luttent contre le vent, plutôt que de dire plan américain, ceci, cela, c'est pas au scénariste de le faire. Denis Falk, vous pouvez peut-être nous donner votre impression là-dessus Oui, comme Didier, en fait, il me donne des descriptifs, il provoque des images dans ma tête et après, il vient m'inspirer de ce qu'il me dit et de prendre. C'est mon imaginaire qui va travailler après, mais effectivement, je ne suis pas bloqué par le scénario. J'ai quand même pas mal de liberté sur les décors, etc. Mais effectivement, c'est surtout les ambiances qui sont importantes, des fois des descriptifs, même sur des odeurs, des choses comme ça. Donc ça m'aide beaucoup.
Et puis après, j'ai un travail de réalisateur dans le fait qu'il faut enchaîner les cases. Et donc ça, c'est aussi la partie, c'est la partie des dessinateurs aussi, c'est d'arriver à faire le lien entre la case précédente et la case suivante. Qu'il y ait un bon suivi de la lecture, une bonne lisibilité. Une fluidité de la lecture importante, un placement des bulles, etc., qui permettent la lecture la plus facile possible. Et j'imagine une part importante de repérage photographique et de documentation. Oui, ça je fais pas mal. Par moment, Didier me donne des lieux qui sont déjà connus, donc à moi d'aller faire mon repérage photo éventuellement ou de trouver les docs nécessaires à ça. Ça demande combien de temps cette part de documentation et de préparation par rapport à la réalisation? Je dirais combien de temps, je sais pas, parce que ça se fait en avançant aussi. Souvent on n'a pas la doc tout de suite. D'accord. Même par moment on la trouve après. C'est un peu embêtant. Alors, il m'arrive de refaire une page. Ça peut arriver quand je suis pas content de ce que j'ai trouvé. Mais en général, je dirais que ça prend un bon mois quand même par rapport à 9 mois de travail sur l'album. D'accord. Alors, je voulais savoir aussi d'où est née votre passion pour l'ésotérisme et également pour le fantastique et le récit d'espionnage qui occupe une part importante dans le récit et dans le dessin. Alors moi, l'ésotérisme, ça fait... Je n'arrive pas à savoir quelle époque c'est. Je pense que ça remonte très très loin. Je pense que ça remonte à mes premières lectures. J'ai commencé à lire très jeune et je lisais beaucoup, j'étais un grand lecteur et j'adorais lire Alexandre Dumas. Dans Alexandre Dumas, il y a déjà un peu de la société secrète, des fraternités, ne serait-ce que Joseph Balsamo, etc. Donc j'aimais lire aussi Maurice Leblanc. Moi je pense que c'est pareil, un petit peu d'ésotérisme. Et puis je me suis passionné assez rapidement pour effectivement. À l'époque, il y avait aussi, quand j'étais très jeune, il y avait beaucoup de collections de bouquins qui sortaient. Il y avait Robert Charroux, tout un tas de bouquins qui sortaient sur l'ésotérisme, l'effet Moody, l'effet étrange, etc. Il y avait Berger Powell qui publiait, il y avait le magazine Planète qui était extrêmement réputé. Donc il y avait une grande littérature ésotérique, il y avait beaucoup de... Et puis autour de moi, j'avais des gens qui s'y intéressaient. L'espionnage est venu un peu plus tard. L'espionnage est venu parce que l'ésotérisme tout seul ne suffit pas. On ne peut pas raconter essentiellement des histoires ésotériques parce que sinon on tourne en rond. Donc il faut qu'il y ait de l'aventure, de l'espionnage, de l'initié. Et nous, l'alchimie qu'on a fait, c'est de prendre l'ésotérisme et l'espionnage. C'est une recette. On a inventé une recette. C'est vrai, il y a vraiment ça, il y a quelque chose de particulier qu'il n'y a pas avant. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu justement à propos de cette alchimie, comment est né comment vous vous êtes rencontrés, comment ce projet s'est mis en marche un petit peu entre vous deux, comment vous avez pu le... Didier avait déjà beaucoup travaillé en amont sur le Triangle secret au départ. Je crois qu'il avait, c'était un roman qu'il voulait écrire, donc ça a été plus ou moins 10 ans avant que le Triangle secret naisse en bande dessinée. Moi, je l'ai rencontré par le biais de notre directeur de collection qui était en Philippini à l'époque et qui me suivait depuis un petit moment. Et puis, il n'aimait pas trop ce que je faisais au tout début, et puis au fur et à mesure, quand j'ai travaillé chez Casterman, il a aimé une de mes séries chez Casterman et m'a proposé de faire le Triangle secret en m'envoyant le scénario entièrement découpé du tome 1 et puis le descriptif, l'ensemble des 7 albums en résumé. Et donc une première collaboration qui implique bien sûr un travail qui va se renouveler pour les tomes suivants, j'imagine. Oui, en fait, je crois qu'on s'est bien entendu. Ah bon, c'est bien entendu. Oui. Ça fait plus de 15 ans qu'on travaille ensemble. Et à chaque fois qu'on redémarre une saison, on la redémarre tous les deux. Donc d'accord. Il y a une parfaite entente. Je crois que ça se met dans le travail. Quand les deux auteurs s'entendent, ça se met dans le travail. Voilà, c'est ça, on sent une unité, on sent un échange, une bonne collaboration. Un échange, un respect mutuel, oui, tout à fait. Et oui, il n'y a aucun problème. Oui. Donc le tome 2 est donc déjà en cours, bien avancé. Déjà commencé. Oui, j'en ai fait à peu près la moitié. D'accord. Donc vous êtes déjà, c'est comme au cinéma, vous êtes déjà ailleurs par rapport à la sortie publique. C'est vraiment dédié
efficace alors qu'on a déjà, on est déjà très loin de. Et puis moi, je suis en plus un tome Oui. avant, un tome après, je me dis, D'accord. j'en suis déjà au 3, avec découpage du 4. Donc là, il y a une projection dans le futur. Il faut être à la fois quand même assez dans le présent pour pouvoir expliquer un petit peu ce que vous faites bien et sûr, tout en même temps pouvoir continuer et appréhender ce que vous allez pouvoir présenter dans plusieurs années. Très bien. Ben, je vous remercie beaucoup tous les deux Merci beaucoup, merci bien. et bonne continuation. Merci.